Donc bonjour chers collègues. Je remercie les organisateurs de la Chambre syndicale de m'avoir invité pour cet atelier d'hémostase. Donc je vous propose une séance un peu interactive. Donc si vous scannez le QR code, vous pouvez vous connecter avec votre adresse mail. Comme ça, vous pourrez participer en répondant aux questions. Alors, c'est complètement anonyme, hein, mais ça vous permettra, vous, de voir ce que vous répondez par rapport aux données qu'on voit en détail un peu plus tard. Donc, vous voyez, en bas à droite, il y a le nombre de gens qui se sont connectés. 26. Voilà. Donc, on va faire un petit test. Donc, là, vous pouvez écrire un mot, n'importe lequel. Vous mettez test, hémostase, OK, bonjour, tout ce que vous voulez. Voilà, vous voyez, ça apparaît comme ça. OK, puis en bas, on a le nombre de personnes qui ont répondu. Alors, je vais ponctuer la présentation de quelques questions avec des choix multiples. Vous pourrez choisir sur votre téléphone les réponses avec lesquelles vous êtes d'accord. Excusez-moi. Alors, petite introduction. Donc, en hémostase, pour les tests d'examen, enfin les examens d'hémostase, on a quelques spécificités. Déjà, on mesure une activité biologique. Ça veut dire que vous mesurez une activité coagulante, c'est quelque chose qui est beaucoup plus variable par rapport à quelque chose de stable, comme un sodium, un potassium. Donc ce qu'on mesure est variable par définition, et puis vous savez que la qualité du prélèvement est primordiale. On a beaucoup d'exigences sur le préanalytique, parce que si votre prélèvement est déjà coagulé, vous allez avoir des résultats faux. Donc, dans un premier temps, on va revoir les notions de préanalytique pour l'hémostase. Deuxième point, il y a des paramètres qui sont à rendre en urgence, puisque ça conditionne la prise en charge du patient. Donc ça, ce n'est pas très spécifique à l'hémostase, mais on en a quelques-uns. Troisième point, il y a une étape qui est très critique, c'est la reconstitution des réactifs. Donc ça, on en parlera. Il y a des interférences analytique qu'il faut connaître, sinon vous allez rendre des résultats avec une mauvaise interprétation. Et surtout, y compris pour des tests globaux comme le TP et le TCA, vous avez des limites à vos réactifs qu'il faut connaître. Alors, comme vous savez, il y a des recommandations qui ont été élaborées pour le préanalytique en hémostase. C'était le GFHT qui l'a fait, donc le nom de la Société française d'hémostase a encore changé. Maintenant, ça s'appelle Société française de thrombose et d'hémostase, c'est SFTH. Si vous allez sur le site internet, dans la rubrique professionnelle, vous avez tous les documents qui présentent les exigences de ce qui est acceptable ou pas en préanalytique. Et puis, vous avez aussi des tableaux qui vous montrent les délais analytiques qu'on peut utiliser pour chaque paramètre sur le sang frais, sur le plasma ou sur la congélation. Alors, j'ai oublié de vous préciser, je laisse la présentation aux organisateurs, donc vous l'aurez, et puis je vous donnerai les documents qui sont sur le site. Voilà. Alors, ça, c'est le piège dans lequel... piège, c'est quelque chose qui vous est forcément arrivé. Les prélèvements coagulés, c'est un peu la hantise en hémostase. Vous avez un exemple d'un patient aux urgences avec un traitement par antivitamine K. Il est sous AVK. Vous faites un bilan d'hémostase. Vous voyez que le TP est effondré. L'INR est supérieur à 10. Le TCA est très allongé avec un fibrinogène normal. Donc en fait là, si on ne fait pas attention, on se dit bon c'est un patient, il est sous AVK, il est surdosé. Donc c'est une urgence, etc. etc. Mais en fait, c'était un prélèvement coagulé. Et puis, si on demande un contrôle et qu'on le refait, vous voyez que le patient n'était pas surdosé du tout.
Donc déjà, il y a une notion sur laquelle je vais revenir plusieurs fois. Les données cliniques sont très importantes. Alors c'est vrai qu'un patient sous AVK, il peut être surdosé sans forcément saigner, mais si vous avez des résultats antérieurs chez quelqu'un qui est parfaitement équilibré, il vaut mieux contrôler, vérifier qu'il n'y a pas de caillot à tout prix avant de dire que c'est un surdosage. Parce que derrière, votre collègue va arrêter l'AVK, va donner de la vitamine K, etc. etc. Alors, petite question sur le préanalytique. Vous pouvez appuyer sur les propositions qui vous semblent correctes. Les tubes d'hémostase doivent être remplis à au moins 80%. Les tubes doivent être acheminés dans les 6 heures après le prélèvement. Les tubes doivent être acheminés entre 15 et 25 degrés. Un plasma hémolysé est toujours associé à des résultats faux. En cas de congélation du plasma, il est impératif d'effectuer une double centrifugation. Alors, vous cliquez sur les réponses qui vous semblent correctes. Alors, c'est anonymat encore, j'insiste, vous pouvez y aller. On va attendre qu'il y ait quelques participants. Ok. Donc, vous êtes tous d'accord que les tubes d'hémostase doivent être remplis à au moins 80%. Les tubes acheminés dans les 6 heures, là vous êtes partagés. Entre 15 et 25 degrés, pareil, on n'est pas très sûr. Un plasma hémolysé toujours associé à des résultats faux, là vous n'êtes pas d'accord. Et puis la double centrifugation, c'est pas franc. Donc, on va revoir un peu ces points. Alors effectivement, les tubes d'hémostase doivent être remplis au moins à 80% et vous savez parfaitement pourquoi. Parce que vous avez un anticoagulant liquide, si vous ne remplissez pas assez, ça fausse. Il y a un petit piège qu'on oublie de temps en temps, qui est rare, c'est l'hématocrite. Si vous avez un hématocrite très élevé, il vous reste peu de plasma, donc vous aurez trop de citrate par rapport au plasma. Si vous avez un hématocrite trop bas, eh bien vous aurez plus de plasma, donc vous n'aurez pas assez de citrate. D'accord? Donc voici un exemple, c'est en pédiatrie, un suivi de traitement AVK. Vous voyez que l'INR semble correct sur ces deux prélèvements. Et puis là, on a 5,1, 5,6. On se dit, oula, il y a un surdosage. Mais si on a le réflexe de regarder l'hématocrite, on voit que là, l'hémoglobine était très élevée, avec des gros globules. Il y avait un hématocrite élevé. Et puis sur Internet, vous pouvez trouver des ABAC qui vous permettent d'ajuster la quantité de citrate en fonction de l'hématocrite si vraiment il est trop élevé. Alors, encore une fois, c'est un petit piège rare, d'accord? Donc ce n'est pas très fréquent, mais il faut y penser chez les sujets qui ont des hémoglobines très élevées ou très basses. Sinon, quels sont les points essentiels du préanalytique en hémostase? Alors, effectivement, là tout le monde était d'accord, il faut transporter les tubes entre 15 et 25 degrés. Si vous êtes en dessous, vous allez activer le facteur 7, vous aurez des caillots. Si vous êtes au-dessus, vous allez détruire les facteurs qui sont très labiles, comme le facteur 8, le facteur 5. Donc, vous allez allonger votre TCA, etc. Le délai d'acheminement des tubes, c'est 3 heures. Donc, ce n'est pas très long. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3 heures, vous avez les plaquettes qui commencent à s'activer, qui vont relarguer des facteurs, du PF4 qui va inhiber l'héparine, etc. Vous allez commencer à avoir des résultats faux. Alors, vous pouvez allonger ce délai à 4 heures si vous utilisez des tubes CTAD. Dans les tubes CTAD, vous avez du citrate et puis vous avez 3 inhibiteurs plaquettaires. D'accord?
la centrifugation, normalement, dure entre 10 et 15 minutes. Donc ça, c'est dans le document que je vous donnerai. Mais il existe des situations où on peut tourner moins longtemps à condition d'augmenter la vitesse de centrifugation. Ça peut arriver dans les circuits d'extrême urgence, par exemple chez les patients qui ont un AVC avec une indication de thrombolyse. L'aspect du plasma. Alors, est-ce qu'il y a un impact des plasmas hémolysés, ictériques et lipidiques? En fait, ça dépend du système de détection de caillots de votre appareil. Si vous êtes en lecture optique, si c'est un système optique qui détecte le caillot, bien entendu, si vous avez un plasma hémolysé, ictérique, lipémique, ça va perturber la lecture du caillot et vous avez un risque de résultat faux. D'accord? En revanche, si vous êtes en détection mécanique, vous avez beaucoup moins d'impact. Alors, sur les systèmes à lecture optique, il y a souvent des calculs qui sont faits pour réajuster. D'accord? Ou sinon, il faut que vous définissiez, on définit des seuils au-delà desquels on estime qu'il y a un impact. Donc, un plasma hémolysé, ça n'impacte pas forcément les résultats. Ceci étant dit, excusez-moi, si c'est très hémolysé, vous allez libérer notamment des phospholipides qui peuvent interférer avec le TCA, même dans un système mécanique. Quand vous congelez un plasma d'hémostase, si par exemple vous avez un patient, vous avez fait des tests globaux, vous avez envie d'aller plus loin, mais que vous ne faites pas les tests, il faut les congeler pour les envoyer à un collègue, il est impératif de double centrifuger, toujours. Pourquoi ? Parce que si vous centrifugez une fois et que vous décantez le plasma, vous aurez toujours des plaquettes. Si vous congelez et décongelez des plaquettes, elles vont exploser et vous allez libérer des phospholipides, vous allez fausser certains examens. Donc il faut décanter, recentrifuger, redécanter et là vous congelez. D'accord ? Deuxième point important, alors ça c'est pour les laboratoires qui font les examens en série sur des plasmas congelés. Il faut décongeler dans des conditions précises un bain-marie humide à 37 avec un temps précis. Si vous laissez trop longtemps les plasmas dans le bain-marie, vous allez détruire des facteurs labiles. Et puis ça paraît évident, mais il faut bien homogénéiser les plasmas et les passer tout de suite. Le plasma, c'est un milieu qui est hétérogène. Quand vous congelez et décongelez, vous avez des protéines qui se séparent différemment. Et puis ça, c'est un point sur lequel on reviendra plusieurs fois. Les renseignements cliniques et la présence d'anticoagulants sont impératifs pour interpréter vos résultats. Alors, comme on a vu, sur le plan analytique, il y a une étape critique qui est assez particulière en hémostase, c'est que la plupart des réactifs que vous utilisez sont reconstitués. Donc là, vous avez un biais, parce qu'il y a le volume, il y a la pipette, etc. Il faut strictement respecter les conditions de reconstitution que vous indique le fournisseur. Pourquoi ? Parce que quand ils lyophilisent des réactifs, ils mettent des adjuvants. Et en fonction des adjuvants, ils valident des conditions de reconstitution qui sont très précises. D'ailleurs, la plupart du temps, dans plus de 90% des contrôles de qualité qui sont non conformes, c'est quand on analyse les causes, c'est dû à des problèmes de reconstitution de réactifs. Et normalement, dans vos laboratoires, vous avez des tableaux de reconstitution de réactifs. Il faut bien lire en détail les notices et noter les volumes, les solutions avec lesquelles on reconstitue, est-ce qu'il faut agiter, pas agiter, combien de temps, etc. Tout ça, c'est très précis et c'est des choses qu'il faut réviser régulièrement parce qu'il y a toujours des dérives dans les pratiques. On a l'impression qu'on fait bien, mais en fait, quand on regarde, non, on a dérivé.
Alors, une question sur les contrôles de qualité internes et sur les contrôles externes. En hémostase, les bornes d'acceptabilité d'un contrôle interne sont définies en calculant la moyenne plus ou moins 2 fois l'écart type. Est-ce que vous êtes d'accord? En hémostase, la règle de Westgard qui en découle est le 1,3S. Un résultat d'EEQ, alors là j'ai oublié le mot EEQ, donc contrôle externe, est non conforme si le Z-score est supérieur ou inférieur à 2. Le Z-score bivarié permet de vérifier la cohérence entre les différents résultats rendus pour un même examen. Alors vos collègues tout à l'heure n'étaient pas très inspirés. Voilà, il y a un peu plus de réponses. Ok. Alors, vous avez l'air d'accord pour dire que pour déterminer les bornes, vous faites moyenne plus ou moins 2 écarts types. La règle de Westgard, moyen. Le Z-score et la dernière proposition, c'est moitié-moitié. Donc, alors, quand on a vu, quand vous mesurez la formation d'un caillot, c'est quelque chose de variable. Quand vous voulez définir vos bornes, eh bien, vous faites la moyenne plus ou moins 3 fois l'écart type. Si vous faites 2 fois, vous allez être très souvent non conforme, parce que ce que vous mesurez est plus variable que ce qu'on mesure en biochimie, par exemple. D'accord? Donc, quand vous voulez qualifier un contrôle de qualité, vous allez passer plusieurs fois ce contrôle, vous faites la moyenne, plus ou moins 3 fois l'écart type, vous avez vos bornes. D'accord? Et puis, la seule règle de rejet, c'est quand vous dépassez les 3 bornes, c'est-à-dire le 1, 3S. Dans tous les autres cas, en hémostase, c'est des alertes. D'accord? Quand vous avez des résultats de contrôle externe, il faut que vous compariez vos résultats par rapport à votre groupe de pairs. Et donc, l'erreur, la justesse, peut être estimée avec le Z-score qui doit être compris entre plus ou moins 3. Là, c'est pareil, si vous vous mettez à 2, ça ne va pas marcher. Et puis, vous savez qu'on rend souvent 2 résultats pour un examen. Quand vous recevez un contrôle externe, pour le TP, vous avez un niveau bas, un niveau haut. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est l'expression bivariée? C'est ce genre de graphe qu'on vous rend. En fait, il compare vos 2 résultats et il regarde s'ils sont cohérents. Vous pouvez très bien avoir 2 résultats justes, mais qui ne sont pas cohérents. D'accord? Donc, dans ces cas-là, vous êtes en dehors du cercle. Vous voyez, tous ces points ont peut-être des résultats justes, mais pas cohérents. Donc ça arrive quand vous avez des problèmes de pipetage, de reconstitution ou de calibration. Donc ce genre de graphe peut vous servir. Une question sur le TP. Les facteurs vitamine K dépendants explorés par le TP sont le facteur 2, le facteur 5 et le facteur 10. Le TP est sensible à la présence d'héparine. Est-ce que vous êtes d'accord? Les résultats du TP doivent être cohérents avec ceux des facteurs du TP. Pour mesurer l'activité d'un facteur du TP, il faut faire plusieurs dilutions. Au début d'un traitement par AVK, c'est le facteur 7 qui diminue en premier. Qu'est-ce qui vous convient? À chaque fois, vous avez plusieurs réponses possibles.
Alors, les facteurs vitamine K dépendants, là vous êtes à moitié-moitié. TP sensible à la présence d'héparine, pas tellement. Les résultats cohérents avec les facteurs du TP, oui, là vous êtes plutôt d'accord. Pour mesurer l'activité d'un facteur du TP, il faut faire plusieurs dilutions, pas tellement d'accord. Et au début d'un traitement avec K, c'est le 7 qui diminue en premier, il n'y a pas de réponse très franche. Alors, je vous fais grâce de la cascade, mais vous vous rappelez que quand vous faites un TP, dans votre réactif, vous mettez du facteur tissulaire, et puis ça va très très vite. Donc, vous ne voyez pas toute cette partie. Donc, un TP va dépendre de ces facteurs, et les facteurs vitamine K dépendants, c'est le 2, le 10, le 7, et puis dans le TCA, vous avez le 9, mais pas du tout le 5. Le 5 n'est pas du tout vitamine K dépendant. Et puis vous avez, entre parenthèses, protéine C, protéine S. Alors, quand vous faites un TP, vous utilisez un réactif qui s'appelle la thromboplastine. Ça contient des phospholipides, du calcium, du facteur tissulaire, et il y a un inhibiteur d'héparine. Pourquoi ? Parce que les héparines ont toutes une activité anti-DISA ou anti-2A. Donc dans le TP, vous voyez que le TP explore le 2, le 5, le 7, le 10 et le fibrinogène. Si j'ai de l'héparine, eh bien j'inhibe le 10, éventuellement le 2. Normalement, j'aurai un TP bas. Donc ça veut dire que chez tous les patients à l'hôpital qui ont de l'héparine, on ne pourrait pas faire de TP. Donc, on a mis un inhibiteur d'héparine. Alors, le problème, enfin, ce n'est pas un problème, il suffit de savoir, ça inhibe jusqu'à 1 unité par ml d'anti-DISA d'HNF. Ça veut dire que si un jour vous avez un patient qui est très surdosé, qui a par exemple 1,3 d'anti-DISA HNF, c'est un gros surdosage, votre inhibiteur est dépassé, et là, vous allez inhiber le 10 et le 2, et le patient va avoir un TP qui baisse. Mais il faut rendre ce résultat avec un commentaire en disant qu'il y a une interférence analytique sur le TP liée à un surdosage en héparine. Ce n'est pas le TP du patient qui baisse. Vous savez que le TP est un calcul qui dérive du temps de Quick, et que pour suivre les patients sous AVK, on calcule l'INR. Comment est-ce qu'on interprète un TP? Premièrement, il faut qu'il y ait une cohérence entre la valeur du TP et les cofacteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre TP, s'il est à 35%, puisqu'il explore le 2, le 5, le 7, le 10, voilà, ça veut dire qu'il y a au moins un de ces facteurs qui est à 35%. Parce que lui, il va prendre la valeur du plus petit. Exemple, j'ai un TP à 35%, et puis vous voyez que le 2, le 5, le 7, le 10, ils sont tous autour de 30-35%. Ça, pour moi, c'est un résultat cohérent. Et c'est typique de quelqu'un qui a une insuffisance hépatique. Tous les facteurs sont bas. D'accord? Deuxième exemple, vous avez un TP à 35%. Et là, qu'est-ce que vous voyez? J'ai un 2 à 56, un 5 à 65, 48, 72. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai des facteurs qui me disent que, alors si je regarde que les facteurs, mon TP, il devrait être à 50%. Vous voyez? Le plus petit, c'est environ 50. Et j'ai un TP à 35. Donc là, ce n'est pas cohérent. En l'hémostase, c'est très logique. Donc si vous avez quelque chose qui n'est pas cohérent, vous avez deux solutions. Soit vous avez un prélèvement coagulé. Quand on a un prélèvement coagulé, on trouve tout et n'importe quoi. Deuxième solution, il y a une interférence que vous n'avez pas vue. C'est un anticoagulant. Et alors, dans ce cas précis, vous voyez, quand le TP est bas et que les facteurs sont plus élevés, c'est typiquement ce qu'on voit en présence d'anticoagulants oral direct, avec le rivaroxaban, par exemple. Est-ce que vous devinez pourquoi est-ce qu'il y a plus d'interférences sur le TP que les facteurs?
Pourquoi est-ce que le TP serait plus bas et les facteurs moins bas? Quelle est la différence quand on mesure un facteur de TP par rapport à un TP? Voilà, alors quand vous mesurez un facteur de TP, vous diluez le plasma au dixième. Alors que quand vous faites un TP, c'est du plasma pur. Ça veut dire que dans ces tests-là, vous avez dilué l'AOD 10 fois. Donc il va moins interférer. Tandis que dans votre TP, il interfère 10 fois plus. D'accord? C'est pareil avec toutes les interférences. Si vous avez une interférence sur un test global, sur les facteurs, vous allez le diluer. Donc les résultats des facteurs sont toujours plus fiables que le test global. Deuxièmement, si vos résultats sont cohérents, ou alors que vous savez qu'il y a un anticoagulant, bon là c'est réglé, eh bien vous regardez, si vous avez un TP bas, vous avez plusieurs types de profils. Le foie fabrique tous les facteurs de la coagulation. Donc si tout est bas, typiquement au même niveau, vous avez une insuffisance hépatique. Dans la carence en vitamine K, le facteur 5 est strictement normal, et puis vous avez le 2, le 7 et le 10 qui sont diminués. Alors quand est-ce que vous avez des carences en vitamine K? Chez les patients sous AVK, quand vous avez une cholestase, quelle que soit l'origine, puisque la vitamine K est liposoluble, il faut des sels biliaires pour l'absorber, et puis chez des patients qui prennent des antibiotiques qui vont détruire la flore intestinale, eh bien, vous pouvez avoir une petite carence en vitamine K. Dans la CIVD, vous avez une consommation de tous les facteurs, notamment du 5. Et puis, n'oubliez pas que si vous tombez sur un déficit, les déficits congénitaux en facteurs du TP, c'est des choses qui sont très rares. Donc, ce n'est pas la première chose à laquelle vous devez penser. Les AVK, ce sont des anticoagulants oraux, mais qui agissent de façon indirecte et qui ont surtout un délai d'action important. Pourquoi? Parce qu'ils vont inhiber la synthèse des facteurs vitamine K dépendants et vous allez voir l'effet en fonction de la demi-vie de ces facteurs. Par exemple, un patient qui prend un traitement AVK, le 7 a une demi-vie courte de quelques heures. Donc très rapidement, son facteur 7 va diminuer. Vous voyez qu'au bout d'un jour, il n'y a presque plus de facteur 7. Tandis que le facteur 2 a une demi-vie de plusieurs jours. Donc vous voyez qu'au bout de 3 jours, vous avez encore 50%. C'est pour ça que l'effet des AVK est long. Et si vous avez un début de traitement par vitamine K ou un début de carence en vitamine K, vous pouvez avoir un déficit isolé en 7, mais pas des autres. D'accord? Donc si vous avez un déficit isolé en 7, il faut d'abord chercher un début de carence en vitamine K, parce que le déficit en 7 congénital, c'est une maladie rare. D'accord? Et puis, comme vous le savez, la CIVD, c'est juste un rappel, donc la coagulation intravasculaire disséminée, elle est liée à un contexte clinique. C'est pas chez tous les, vous n'avez pas ça chez tous les patients. Donc, c'est des contextes où vous avez un relargage massif de facteurs tissulaires. Par exemple, la chirurgie lourde, les polytraumatisés. Dans les cancers, les cellules cancéreuses expriment du facteur tissulaire. Ça va déclencher la coagulation. Les venins de serpent, les hémorragies massives. Donc, en fait, vous rappelez que c'est un tableau clinique où, au début, vous avez plutôt des thromboses. Vous avez une formation de caillots qui vont se déposer dans la microcirculation avec des ischémies d'organes. Et puis, on a une fibrinolyse réactionnelle. Et puis, au bout d'un moment, on a consommé tous les facteurs et les plaquettes. Il y a un tableau hémorragique. Donc, vous avez un TP qui chute, un TCA qui s'allonge, les facteurs qui baissent, les plaquettes qui baissent, et puis les D-dimères qui augmentent. Les anticoagulants oraux directs sont soit des molécules qui inhibent directement le DISA, comme le rivaroxaban, l'apixaban,
ou alors directement le 2A comme le dabigatran. Donc c'est très différent des AVK puisque c'est des molécules qui marchent tout de suite. D'accord ? Ça inhibe pas la synthèse des facteurs, ça les inhibe tout de suite. Question sur les AOD. Les AOD inhibent directement le 10A ou le 2A, d'accord ? Ils diminuent donc systématiquement le TP. Est-ce qu'ils inhibent systématiquement le TP ? Le suivi du traitement par les AOD repose sur la mesure de l'INR. En présence d'un AOD, les facteurs du TP sont souvent plus diminués que le résultat du TP. Le temps de thrombine est très sensible à la présence de dabigatran. Alors, je crois que vous ne faites pas tellement le temps de thrombine. Les interférences analytiques liées aux AOD peuvent persister 3 à 5 jours après l'arrêt du traitement. Alors, vous avez plutôt l'air d'accord pour dire enfin, quoique, voilà, vous êtes un peu partagé sur les propositions. En tout cas, vous êtes d'accord pour dire qu'on ne peut pas faire d'INR pour les AOD. D'accord. Alors, effectivement, ils ont été vendus comme sans surveillance. D'accord ? Donc, on ne surveille pas. Alors, néanmoins, il faut savoir s'il y a un impact ou pas sur les tests que vous réalisez. Alors, le TP, vous vous rappelez que dans le TP, il y a du 10, il y a du 2. Donc, si vous inhibez directement le 10 et le 2, très logiquement, vous avez un impact sur le TP. D'accord ? Donc, ça peut vous rendre des TP bas, mais ce n'est pas parce que le patient a un TP bas, c'est une interférence analytique. D'accord ? Donc, ça peut interférer le TP, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de corrélation stricte entre la quantité d'anticoagulants et la diminution du TP. On ne peut pas surveiller, d'accord ? Et puis, vous pouvez avoir un TP strictement normal en présence d'AOD. Ce n'est pas forcément impacté, d'accord ? Alors, en pratique, le rivaroxaban interfère plus que l'apixaban. Ce n'est pas parce qu'il est plus ou moins efficace, c'est parce que in vitro, les constantes d'affinité de l'apixaban, c'est une molécule qui est plus lente in vitro, d'accord ? Donc vous aurez plus souvent des TP normaux avec de l'apixaban par rapport au rivaroxaban. Alors le TCA, c'est pareil. Dans le TCA, vous avez du 10 et du 2. Vous pouvez avoir un allongement du TCA chez un patient qui prend un AOD, mais pas forcément. Et là, c'est pareil. Si vous avez un allongement, il faut expliquer que ça peut être une interférence analytique. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le TP, c'est du plasma pur et les facteurs, c'est du plasma dilué. Donc, vous avez un TP qui est souvent plus bas que les facteurs. C'est comme ça que vous pouvez repérer un AOD. Il n'y a pas de cohérence. Et puis, si vous voulez être sûr de vous débarrasser de l'interférence des AOD, vous pouvez faire des facteurs au 40e au lieu de les faire au 10e. Comme ça, vous diluez l'anticoagulant 40 fois. Le temps de thrombine, comme son nom l'indique, c'est un réactif qui contient de la thrombine, donc c'est du 2A. C'est le réactif qui va être inhibé par le dabigatran, et donc les patients sous Pradaxa ont un temps de thrombine très allongé. C'est un test qui est simple, il ne coûte pas très cher, ça permet de dépister la présence de dabigatran avant un geste invasif, par exemple. Ça évite de mesurer l'AOD. Voici un exemple. Donc, vous avez une patiente en gériatrie qui a 11 g 7, 174 giga de plaquettes. Elle a un TP à 36%, un TCA allongé à 2,46. Donc là, on se dit, bon, elle a une hémostase anormale, elle a un TP bas, elle a un TCA allongé, elle doit avoir des déficits en facteurs. En fait, quand vous interrogez le collègue clinicien, il vous dit qu'elle est sous dabigatran. Donc là, ça change tout.
vous voyez que si je fais les facteurs, surtout là, ils ont été faits au 40e. Vous voyez qu'on a dilué le dabigatran par 40. Mon facteur 2 est strictement normal, le 5 est normal, le 7 et 10 sont normaux. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre patiente, elle a une hémostase normale. Son TP n'était pas du tout bas. Par contre, ce résultat, vous allez le rendre avec un commentaire en disant que le TP est sous-estimé du fait de la présence du dabigatran. Il faut regarder les résultats des cofacteurs. Cette patiente, on a arrêté son dabigatran, on a voulu la passer sous AVK pour certaines raisons. Et puis, on a commencé le traitement et vous savez que 3 jours après le début d'un AVK, on vérifie l'INR pour voir s'il n'est pas trop élevé pour dépister les surdosages précoces. Et là, chez cette patiente, il est à 2,21. Mais je sais qu'elle est sous dabigatran. En fait, quand vous arrêtez un AOD, il reste des taux pendant au moins 3 jours. Donc, ça peut interférer. Donc, on peut se débarrasser d'un AOD en l'adsorbant sur du charbon activé. Vous voyez que chez cette patiente, on a pris son plasma, on l'a mis au contact du charbon, on a refait l'INR et là, vous voyez qu'on n'a pas du tout le même résultat. C'était bien la preuve que des traces d'AOD, ça peut interférer. Donc, même si vous ne pouvez pas faire de test, il faut au moins signaler que le résultat peut être sous-estimé parce qu'il reste des traces d'AOD. On va passer au TCA. Le TCA explore tous les facteurs sauf le 7. Est-ce que c'est vrai? Le TCA est plus ou moins sensible aux héparines selon le type d'héparine. Le TCA est sensible à la présence d'un ACC et le TCK y est moins sensible. En cas d'allongement du TCA, un test de mélange malade plus témoin peut aider à orienter sur l'origine de l'allongement, mais ce test, le malade plus témoin, n'est pas fiable dans 100% des cas. Pour mesurer les facteurs 8, 9 et 11, il faut obligatoirement réaliser plusieurs dilutions. Qu'est-ce qui vous convient ? Alors, vous êtes plutôt d'accord avec la sensibilité aux héparines et puis le TCK qui est moins sensible aux ACC. Alors, ça c'est le TP. Vous mettez de la thromboplastine, vous avez les facteurs du TP. Le TCA, c'est un test artificiel, d'accord ? Vous allez mettre des phospholipides avec de la silice et du kaolin, ou du kaolin. Donc la silice, c'est le TCA, et le kaolin, c'est du TCK. Donc vous voyez que c'est un test qui est artificiel. La silice et le kaolin, il n'y en a pas en circulation. Donc vous allez explorer des choses qui vous intéressent, mais vous allez explorer des choses qui ne vous intéressent pas, d'accord, qui ne sont pas pertinents. C'est la grosse différence entre un TP et un TCA. Et le TCA, vous voyez que vous allez explorer les facteurs de la voie endogène, notamment le 8, 9, 11, vous retombez dans la voie commune, et donc vous explorez tous les facteurs sauf le 7. Donc si on résume, un TCA explore les facteurs du TP, le 2, le 5, pas le 7, le 10, le fibrinogène. Ça mesure, ça dépend de facteurs pertinents cliniquement. Un déficit en 8, en 9 et 11, ça peut être associé à un risque hémorragique. Ça explore des déficits en facteurs qui ne sont pas du tout pertinents parce que c'est un test artificiel, par exemple le déficit en 12. Et puis, c'est sensible à un paquet qu'on appelle ACC. C'est un terme qui est assez mal choisi. Dans ACC, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez par exemple, l'héparine est un ACC. D'accord ? Le lupus anticoagulant, c'est un auto-anticorps antiphospholipide.
qu'on trouve dans une maladie qui s'appelle le syndrome des antiphospholipides et qui fait thromboser, qui est associé à des thromboses. Les antifacteurs, par exemple un anti-8, c'est une maladie auto-immune où on a des auto-anticorps anti-8, ça associé à des hémorragies très sévères. Et puis parfois, il y a des allongements de TCA, on les explore, il n'y a rien. Donc vous voyez qu'un TCA allongé, ça ne veut rien dire. Ça peut être associé à des hémorragies, à des thromboses ou à rien. Donc finalement, qu'est-ce qui compte pour vous? C'est pourquoi vous faites un TCA. C'est la clinique. Vous avez un patient avec un syndrome hémorragique, eh bien, vous allez vérifier qu'il n'y a pas de déficit en 8, en 9 et en 11. C'est tout. Le reste, ça vous importe peu, finalement. La sensibilité aux héparines. Alors, vous savez que le TCA n'a pas d'inhibiteur d'héparine, donc il va être sensible aux héparines, et ça dépend de la longueur de chaîne des héparines. Les HNF ont des chaînes longues, ça va beaucoup interférer sur le TCA. En général, avec une HNF, vous allez avoir un TCA allongé à 1,5, 2, 3, 4, ça dépend des réactifs, mais c'est franchement allongé. Les HBPM, en général, c'est 1,2, 1,3. Si vous avez 2, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ce n'est pas une HBPM, soit vous avez un déficit en facteur en plus, ou un autre ACC. D'accord? Et puis, le Fondaparinux n'allonge pas du tout le TCA. Donc là, c'est pareil. Si vous avez un TCA allongé, c'est autre chose. Un petit rappel sur la mesure de l'activité anti-DISA. Vous savez que les héparines sont des molécules qui agissent de façon indirecte. Ils se collent sur l'antithrombine et ça multiplie par 1000 l'activité inhibitrice de l'antithrombine. Donc, il y a une activité anti-DISA. Quand vous faites une anti-DISA, votre réactif contient un substrat chromogène du facteur DISA et du facteur 10 en excès. Donc, en fait, plus vous avez d'héparines dans le plasma du patient, plus vous allez inhiber de facteur 10 dans le réactif et moins vous aurez de substrat chromogène. Et moins vous avez d'héparines chez votre patient, plus il va vous rester de facteur 10, plus vous allez faire de substrat chromogène. Donc c'est une courbe qui est à l'envers. D'accord? Et c'est une lecture cinétique. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est le même réactif qui sert à mesurer les activités anti-DISA de tous les anticoagulants. L'HNF, l'HBPM, les AOD. Qu'est-ce qui fait la différence entre eux? C'est l'étalonnage. Vous étalonnez avec la bonne molécule. Et c'est surtout le mode de lecture. Les molécules ont des vitesses d'action plus ou moins rapides. En fait, votre machine, si elle lit un anti-DISA pour un AOD, il ne va pas du tout lire dans les mêmes temps, ni pendant le même laps de temps. Voilà. Et si vous avez un AOD, ça interfère énormément sur toutes les autres courbes. Si vous avez un TCA allongé, vous pouvez vous orienter en faisant un malade plus témoin. Donc vous prenez un plasma normal, témoin, que vous mélangez volume à volume avec le malade. C'est ce qu'on appelle, et puis vous comparez le temps du mélange avec le temps du malade. Vous voyez si c'est corrigé ou pas. C'est ce qu'on appelait l'indice de Rossner. Maintenant, ça s'appelle index d'anticoagulants circulants. Donc, en gros, si vous avez un déficit en facteur, votre témoin corrige le déficit et vous allez corriger l'allongement. Si vous avez un inhibiteur chez le malade, il va aussi inhiber le témoin et votre allongement ne va pas du tout changer. D'accord? Donc, ce test peut vous aider à vous orienter pour dire s'il y a un déficit, si c'est plutôt un déficit ou plutôt un ACC, même si je ne sais pas ce que c'est comme ACC, parce qu'il y a plein de choses possibles. Mais il faut faire attention, ce n'est pas toujours concluant, et puis la plupart du temps, vous allez être dans la zone grise entre 10 et 15.
Donc là, c'est pareil, c'est la clinique qui va vous guider. Si c'est un patient qui a un geste invasif ou qui saigne, eh bien, il faut mesurer le 8, le 9, le 11. Sinon, c'est autre chose. Alors, pour mesurer le 8, le 9 et le 11, c'est-à-dire les facteurs de la voie endogène, la grosse différence avec les facteurs du TP, c'est que vous avez beaucoup plus d'interférences sur un TCA que sur un TP. Vous avez tous les ACC. Donc, vous êtes obligé de faire au moins 2 dilutions. Voici un exemple. J'ai le facteur 8, le 9, le 11. Alors, je fais ma première dilution, je trouve 95, 82, 36. Je fais ma deuxième dilution, vous voyez que je retrouve 97. Ça, c'est un résultat cohérent. Bon, je rends l'un ou l'autre. Le 11, 82, 84, c'est cohérent. Là, c'est cohérent. Donc, j'ai un patient qui a un déficit modéré en facteur 11. D'accord ? Deuxième exemple. Ici, j'ai 36, 48. Donc, vous voyez que déjà, ce n'est pas la même chose. J'ai 42, 58, ce n'est pas la même chose. 36, 57, ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez dilué plus, eh bien, vous avez dilué une interférence et donc votre taux, on a l'impression qu'il augmente. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je dois pousser les dilutions. Vous voyez que si je fais 40, j'ai 48, 65, c'est toujours pas bon. Je continue. Là, j'ai 67, donc je rends 67 ou 65. Là, c'est pareil. Vous voyez qu'en poussant les dilutions, votre patient, il a des facteurs tout à fait normaux. Il n'a aucun déficit. Alors que si vous faites qu'une seule dilution, vous allez rendre des résultats complètement faux. Ou même si vous en faites 2. D'accord? Et puis, là, alors, si jamais vous avez des résultats concordants et que vous trouvez 2 déficits, c'est quand même très rare. C'est des maladies rares. Ça veut dire que vous avez peut-être un petit ACC que vous n'avez pas vu. Il vaut mieux pousser les dilutions. D'accord? Alors, question sur les facteurs. En dehors du facteur 8 et du 9, les autres déficits en facteurs de la coagulation sont considérés comme rares. Il est possible d'avoir un déficit congénital en 7 avec un TP normal. Est-ce que vous êtes d'accord? Les réactifs de TCA sont tous très sensibles au déficit en 8, 9 et 11. Chez un patient avec un syndrome hémorragique, un TP et un TCA normaux permettent d'exclure un déficit en facteur. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Donc, vous êtes plutôt d'accord avec les 3 premières, pas tellement sur le fait qu'un TP et TCA normaux peuvent exclure un déficit en facteur. Alors, voici deux extraits. Ça, c'est issu d'Orphanet. Donc, effectivement, en dehors du 8 et du 9, alors le Willebrand, je ne le compte pas parce que ce n'est pas dans le TP et TCA. Vous voyez que les déficits en facteurs, dans les autres, ce sont des maladies rares. D'accord? Vous n'allez pas souvent tomber dessus. C'est des maladies rares. Et puis pour indication, je vous ai mis les seuils hémostatiques des facteurs. Ça, c'est issu du PNDS. Donc vous voyez qu'en gros, il faut 20% des facteurs pour faire une hémostase normale.
Vous avez une exception pour le 11, c'est plutôt 30%. Et puis le déficit en facteur 2 est extrêmement rare. Il est tellement rare, on a très peu de données, donc on a mis 30 par précaution. Voilà. Deux notions sur les réactifs du TP-TCA que vous devez avoir. Vous avez des limites sur ces réactifs. Par exemple, les réactifs de TP ne sont pas tous très sensibles au facteur 7. Ça, il faut le savoir. Et puis, notamment dans les déficits congénitaux en 7, c'est des maladies rares, d'accord? Mais vous pouvez, en fonction des réactifs, qu'ils soient d'origine humaine, animale, etc., vous voyez que vous avez des résultats qui sont très très variables. Vous pouvez avoir un TP normal. D'accord? Donc, un TP normal, ça ne va pas forcément exclure un déficit congénital. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le contexte clinique. C'est un patient qui a une histoire hémorragique, il a des antécédents, il y a un contexte familial, etc. Donc, même si votre TP est normal, si le TCA est normal, bah, vous faites les facteurs. Parce que là, si vous mesurez le 7 séparément, vous allez voir que vous aurez des surprises. D'accord? Ou vous congelez et puis vous faites mesurer les facteurs. Pareil pour le TCA. Donc là, vous voyez qu'on a comparé à la date au moment où on l'avait fait, tous les réactifs de TCA qui étaient sur le marché. Et puis, c'est un exemple avec le facteur 8, mais c'était pareil pour le 9 et le 11. On a pris des plasmas qui avaient par exemple 15% de 8, 18, 20, 24, 33. Donc vous voyez qu'il y avait des déficits plus ou moins sévères. Et puis 1,20, c'est le ratio normal du TCA. Donc ça veut dire que tout ce qui est en dessous, c'est des TCA normaux. Donc vous voyez qu'il y a des réactifs qui ne voient pas, qui rendent des TCA normaux, il y en a plusieurs, pour des facteurs 8 qui sont à 33%, voire 18%. Donc ça veut dire que si vous avez un TCA normal, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un déficit modéré en 8, en 9, en 11. Qu'est-ce qui va vous guider? C'est la clinique. Pareil, si vous avez un contexte clinique qui s'y prête, de toute façon, vous allez mesurer les facteurs. D'accord? Voici un cas. Vous avez un homme de 33 ans qui a une indication chirurgicale et puis il a des antécédents hémorragiques. Il a déjà saigné plusieurs fois avec des extractions dentaires. Donc là, il y a quand même une histoire. Son bilan préopératoire, la NUM est normale, le TP est normal, et puis le TCK, il est un peu allongé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est facile, on a un contexte hémorragique, un TCK allongé, on va mesurer le 8, le 9, le 11. Qu'est-ce que... d'abord le 8, le 9, le 11, et puis vous avez un 8 qui est à 42. J'ai fait mes dilutions, tout est bon. Je sors un 8 à 42, qui est un peu bas, et puis 9 et 11 normaux. Alors, là, vous pouvez écrire quelles sont les hypothèses diagnostiques possibles. Allez-y, hein, écrivez. Alors, c'est au pluriel, il y a au moins 2 hypothèses. Alors, quand un 8 est diminué, qu'est-ce que ça peut être? Comment ça s'appelle un déficit en 8? Écrivez, voilà, hémophilia. Et puis Willebrand. Maladie de Willebrand. Est-ce que vous avez une autre idée? Voilà, d'accord? Alors, ok. Alors, en général, quand vous avez un facteur 8 diminué, vous avez 3 solutions, 3 possibilités. Premièrement, c'est quelqu'un qui ne fabrique pas de 8, peu de 8. Ça s'appelle une hémophilie A, d'accord? C'est les hommes qui sont malades. C'est une maladie liée au chromosome X. Il y a une forme, alors, sévère, mineure, modérée. C'est défini par des taux, d'accord? Bon.
Et puis les femmes sont conductrices. Donc si elles ont un chromosome X atteint, vous avez un chromosome normal, en théorie elles ont 50% de facteur 8, sauf que les chromosomes X sont plus ou moins inactivés. Donc on peut avoir des conductrices avec 30% de facteur 8, par exemple. Alors, l'hémophilie, vous avez la clinique qui vous aide. C'est un déficit en facteur de la coagulation, donc vous avez des hémorragies qui sont souvent profondes. D'accord? C'est des hématomes. Si vous avez des déficits sévères, c'est des hémarthroses. Ce n'est pas des saignements de nez, ce n'est pas du cutanéo-muqueux. C'est souvent des hémorragies provoquées et retardées. Vous avez des antécédents personnels, et puis c'est du récessif lié à l'X. Dans la famille, il y a des hommes atteints et des femmes conductrices. Et attention, il n'y a pas toujours d'antécédents familiaux, puisque dans un tiers des cas, ce sont des nouvelles mutations qui apparaissent chez l'individu. D'accord? Ça, c'est le petit piège. Deuxièmement, si vous tombez sur un facteur 8 diminué, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un déficit en facteur Willebrand, puisque c'est le transporteur du 8. Sans le facteur Willebrand, vous n'avez pas de facteur 8, il est tout de suite dégradé. D'accord? Donc, un déficit en Willebrand, c'est une maladie de Willebrand. Dans la maladie de Willebrand, les taux de Willebrand sont bas, la baisse de 8 elle est secondaire, donc les taux du 8 sont intimement dépendants du Willebrand, et puis vous avez plusieurs sous-types. Là, c'est pareil, la clinique vous oriente. Dans une maladie de Willebrand, c'est de l'hémostase primaire, donc vous avez des hémorragies qui sont cutanéo-muqueuses. Et puis, elles peuvent être spontanées, pas forcément provoquées. Et puis, les hémorragies peuvent être immédiates, pas retardées. D'accord ? Vous avez des antécédents personnels, et puis vous avez des antécédents familiaux. C'est une maladie à transmission autosomique dominante dans la plupart des cas. Donc, il y a des hommes, des femmes malades, mais la pénétrance est variable. Dans la même famille, il n'y a pas forcément la même expression. Troisième cas, c'est rare, mais il faut y penser. Si vous avez un facteur 8 diminué, vous pouvez avoir un auto-anticorps anti-8. Ça s'appelle une hémophilie acquise. Dans ces cas-là, les taux de 8 sont inférieurs à 30. La plupart du temps, ils sont indétectables. Les taux de Willebrand sont normaux, puisque vous avez un anticorps anti-8, et puis vous trouvez l'anti-8. C'est ça qui fait le diagnostic. Et là, la clinique va beaucoup vous aider, puisque ce sont des hémorragies très sévères, il y a toutes sortes d'hémorragies, il n'y a pas d'antécédents personnels, c'est quelque chose qui est acquis, il n'y a pas d'antécédents familiaux non plus, d'accord? Et dans 50% des cas, il y a une autre maladie associée. Alors on revient chez notre patient, il a 42%, c'est un déficit qui est très modéré. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est de mesurer le Willebrand. Donc là, vous voyez que sur le prélèvement de contrôle, je retrouve 42 et j'ai des taux de Willebrand qui sont diminués. Donc en fait, il s'agit d'une maladie de Willebrand. Alors les taux de Willebrand, on mesure l'antigène et l'activité. Et là, c'est pareil, vous devez avoir une cohérence entre l'antigène, l'activité et le 8. Si tous les taux sont bas, c'est un déficit quantitatif en Willebrand. Si par contre, vous avez de l'antigène, mais que le Willebrand ne marche pas bien, donc ça, c'est un déficit qualitatif. Et puis, si vous avez du Willebrand, mais que le 8 est trop bas, si ce n'est pas une hémophilie, ça veut dire que c'est une anomalie de transport du facteur 8. Et c'est une forme particulière de maladie de Willebrand. Pour le Willebrand, il y a deux choses qui sont super importantes. Vous devez tenir compte de l'âge du patient, parce que les taux de Willebrand augmentent avec l'âge. Chez les sujets âgés, les taux sont supérieurs à 150%. Vous voyez, ils sont franchement augmentés. Chez la femme enceinte en fin de grossesse, c'est pareil. Les sujets de groupe O ont des taux plutôt autour de 40-50%. Et puis, c'est une protéine inflammatoire, le Willebrand. Donc, si vous avez un syndrome inflammatoire, vous avez facilement 200%. D'accord ?
voici deux pièges. C'est un homme de 33 ans qui a une anamnèse hémorragique, il est de groupe A. Son TP est normal, son TCK est normal, fibrinogène 4,80. Vous voyez que le 8 est normal, le Willebrand aussi. Donc là, si je regarde sans faire attention, je dis qu'il n'y a rien. Mais si vous faites attention, vous voyez, c'est un sujet jeune, 4,80, ça veut dire qu'il a un syndrome inflammatoire. S'il a un syndrome inflammatoire, ça veut dire qu'il a le Willebrand qui est augmenté, donc le 8 qui est augmenté. Donc ça ne colle pas du tout. Le 80, il ne va pas avec le 4,80. Donc là, vous demandez un contrôle en dehors du syndrome inflammatoire. Et là, vous voyez que ça change tout. Parce que c'est une maladie de Willebrand modérée qui est masquée par le syndrome inflammatoire. Deuxième piège, là, vous avez une patiente de 85 ans, elle est en post-op, orthopédie, TP normal, TCK normal. Le fibrinogène, ça me va, compte tenu de l'âge et du contexte, c'est normal. Elle a un facteur 8 à 60, 113, 69. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, le 60%, ça ne va pas du tout avec le 5,8. Et ça, à 85 ans, on a des taux de Willebrand qui sont plutôt à 150%. Donc ça ne va pas. Ça, c'est à cause de l'âge. Moi, ça ne me va pas. Et si vous mesurez le Willebrand, vous voyez qu'il y a une discordance. Donc là, c'est soit une conductrice d'hémophilie, soit c'est une anomalie de transport du Willebrand, c'est une maladie de Willebrand de type 2N. Ça s'appelle 2N. D'accord ? Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il existe plusieurs réactifs pour mesurer l'activité du Willebrand en fonction de la présence de plaquettes, de protéines membranaires plaquettaires, de ristocétine ou pas. Ces tests ont des noms très précis et ils ont tous des avantages et des inconvénients. Et puis, ça, c'est les différents types de maladies de Willebrand. Voilà, vous avez l'anomalie de liaison du facteur Willebrand au facteur 8. Donc, chez notre patient, voilà, ça c'est un autre cas. Vous avez une jeune patiente, groupe A, TP89, TCK allongé, un fibrinogène normal, j'ai un facteur 8 diminué, et puis un antigène et activité Willebrand à 45. Donc là, c'est pareil, j'ai une discordance, soit c'est une conductrice d'hémophilie, soit c'est un Willebrand 2N. Alors, sans faire d'autres tests, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? C'est peut-être ça qui va vous aider en fait. Vous voyez, les sujets de groupe O, on a dit qu'ils avaient 40-50%, mais pas les groupes A. D'accord? Et là, ce n'est pas normal d'avoir un Willebrand à 45 chez un sujet nono. Et dans les 2N, vous avez souvent un déficit quantitatif qui est associé. D'accord? Mais pour faire le diagnostic, il faut tester, c'est un test ELISA qui teste la liaison entre le 8 et le Willebrand du patient. Donc les patients ont une liaison effondrée. D'accord? C'était le cas chez notre patiente. Donc c'était un 2N. Dernier exemple, j'ai une patiente de 85 ans de groupe AB. Elle a un TP à 91, un TCA très allongé, un fibrinogène à 5,21 qui colle avec son âge. Ça, c'est les dilutions du 8, du 9, du 11. Vous voyez que j'ai un 8 indétectable. J'ai 32% en facteur 9, ce qui est bas. J'ai 48 et puis j'ai des discordances ici. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je pousse les dilutions et vous voyez que j'ai des taux normaux de 9, de 11. Par contre, j'ai un 8 indétectable. Le Willebrand est normal. Donc là, qu'est-ce que ça peut être? Anticorps anti-8. Je vais avoir du mal à dire que c'est une hémophilia sévère chez une femme de 85 ans. Ce n'est pas à 85 ans qu'on fait le diagnostic et pas chez les femmes. D'accord? Donc là, vous devez tout de suite évoquer l'anti-8.
Et puis, titrer l'anti-8. Donc, pour titrer l'anti-8, on fait des mélanges malade plus témoin. Donc, le témoin, il y a du 8 dedans. Et le malade, il y a l'anticorps. D'accord ? Et on compare avec le témoin mélangé avec un tampon. On mesure les 8 et puis on mesure le 8 résiduel qui n'est pas inhibé. D'accord ? Et puis on reporte ça sur une droite de Bethesda. Alors Bethesda, une unité Bethesda, ça veut dire que vous avez un taux d'anticorps qui inhibe 50% du facteur 8. Donc un patient qui a une unité Bethesda, il va avoir, s'il a 100%, 50%. D'accord ? S'il a 2 unités Bethesda, il va avoir 50 plus 25, il lui restera 25%. Alors ça, c'est important puisque les auto-anticorps anti-8, l'hémophilie acquis, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. C'est souvent les biologistes qui y pensent. D'accord ? Le risque hémorragique est très élevé. Le taux de mortalité peut aller jusqu'à 20%. C'est une maladie rare qu'on trouve chez les sujets de plus de 60 ans ou en postpartum dans certains cas. Les hémorragies sont importantes. Vous avez des ecchymoses en placard. Ça peut saigner de partout. Et puis, vous avez des hémorragies sévères chez un sujet qui n'a pas d'antécédents hémorragiques, qui n'a pas de contexte familiaux. D'accord ? Et dans la moitié des cas, vous avez d'autres maladies qui sont associées. Un cancer, une maladie auto-immune, un syndrome lymphoprolifératif, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est un réflexe qu'on doit avoir. Si vous avez un sujet âgé avec un TCA allongé, la première question qu'on pose, c'est s'il y a de l'héparine. Sinon, est-ce que le patient saigne ? Si on vous dit qu'il est couvert de bleu, vous avez pratiquement votre diagnostic. Il faut tout de suite mesurer le 8. S'il est effondré, l'anti-8, et vous avez le diagnostic. Voilà, donc un mot de conclusion. Donc, vous savez, et puis vous avez revu que les examens pour l'hémostase, le préanalytique est sensible. Si votre préanalytique n'est pas bien maîtrisé, il y a des pièges. La reconstitution, c'est très important. Il y a de nombreuses interférences analytiques et puis les tests de routine ont des limites aussi. Et puis surtout, toujours regarder pour qui, pourquoi on fait les tests. Le contexte clinique l'emporte toujours sur ce que vous pouvez imaginer. Voilà. C'est votre point d'entrée. Il faut dialoguer avec vos collègues cliniciens. Merci pour votre écoute.